Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous nous demanderons tout d'abord dans Patrimoine Passion si nous pouvons offrir un investissement pour Noël à ses proches. Ce sera la première partie de l'émission avec Mathieu Berthaud, directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au don. Un don qui permet de défiscaliser avant la fin de l'année, mais pas que. Un don qui permet aussi de donner du sens, notamment à ces décisions d'investissement. Nous en parlerons avec Sabine Desoir, directrice déléguée du développement au sein de la Fondation de France, mais aussi avec Cédric Marc, associé gérant chez Patrimonio Finance. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir de retrouver Lucille Barnichon, présidente de Terrae Patrimoine Lyon, avec qui nous nous demanderons comment faire intervenir le sujet de l'égalité homme-femme au sein du couple dans la gestion de son patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Peut-on offrir un investissement pour Noël? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Berthaud. Bonjour Mathieu Berthaud. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Et la question est dans l'intitulé de l'émission. Peut-on offrir un investissement pour Noël, Mathieu Berthaud? Oui, effectivement. Et c'est au-delà de l'esprit de Noël. On parle souvent de pédagogie financière qui manque en France. C'est une occasion parfaite. Évidemment, ce n'est pas de ça dont on va parler principalement dans ces festivités, mais c'est pas mal pour apporter une touche complémentaire à côté de cadeaux plus traditionnels, et puis pour changer un peu des tickets à gratter. Ça peut être sympa d'avoir dans une enveloppe un placement, pourquoi pas, pour en parler, puis pour aider ses proches et notamment ses enfants. Ça sert à quoi d'offrir un placement pour Noël en fin d'année, que ce soit pour ses enfants, ses petits-enfants, ou voire même son conjoint ou sa conjointe? C'est une occasion, en fait. Noël, c'est une occasion pour transmettre, pour en parler. C'est des sujets qui sont importants en famille. On est quand même dans le cercle familial. On cherche à protéger son conjoint, à transmettre ou à éduquer ou aider ses enfants. Et qu'ils soient mineurs ou majeurs, d'ailleurs. Il n'y a pas d'âge. Et c'est une occasion, justement, pour dire, on va faire un cadeau, un présent d'usage. Ou bien, ça peut être l'occasion de se dire, finalement, au-delà du cadeau, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire? Et il y a plein d'outils qui permettent de donner, soit de faire un cadeau, soit de faire une donation. D'accord. Le cadeau, c'est vrai que c'est une occasion particulière. Parce que c'est là où il faut bien distinguer deux choses. La donation, encadrée par la loi, et le présent d'usage, lui aussi encadré par la loi, mais qui reste du domaine du cadeau. Exactement. Et nous, on aime bien les deux outils, et on parle des deux à nos clients. Le présent d'usage, c'est rattaché à une occasion. C'est une occasion, évidemment, Noël, par exemple. Ça peut être un anniversaire, l'obtention d'un diplôme. Et là, on va pouvoir donner une somme. Alors, il faut, comme vous dites, dans un certain cadre. Donc, une occasion, il faut que ce soit un montant limité. Alors, il n'y a pas un montant défini. C'est pas l'État qui définit le montant. Non, sinon ce serait trop facile. Donc là, il faut être raisonnable dans la transmission qui va être faite. Il faut que ça reste un cadeau. Il ne faut pas que ça soit une transmission de richesse intrafamiliale. Là, ce qu'on entend souvent, c'est dire, tant que ça ne dépasse pas 2%, 2,5% du patrimoine de celui qui donne, on reste dans le cadeau. Alors, effectivement, il faut... 2%, ça veut dire que si je donne à 3 enfants, il faut qu'au total, ça ne dépasse pas 2% du patrimoine global. Typiquement, ça fait partie des sujets d'interprétation, mais là, on va être dans un point d'équité entre les enfants. Donc, effectivement, l'idée, c'est l'esprit dans lequel c'est fait. L'idée, c'est pas d'enrichir ses enfants. L'idée, c'est de les aider ou de faire un cadeau pour faire plaisir. Et effectivement, ce cadre-là, si on le respecte, c'est pas une donation, donc il n'y a pas besoin de le déclarer, on n'est pas fiscalisé là-dessus. C'est complémentaire de ce qu'on va pouvoir faire avec une donation, et il existe différents types de donations. Une qu'on aime bien, c'est la donation exceptionnelle de sommes d'argent. Anciennement dite donation Sarkozy. En fait, vous pouvez donner jusqu'à 31 865 € entre le donateur et le donataire, celui qui reçoit, avec une franchise d'impôt. Et c'est des sommes d'argent, il faut que celui qui donne ait moins de 80 ans et celui qui reçoit ait plus de 18 ans. C'est pas forcément parent-enfant? Non, en fait, non, ça peut être grands-parents, petits-enfants. Oui, tout à fait. Tant que c'est en ligne directe. Oui, tout à fait. Et donc, ce qu'il faut respecter dans ce cas-là, c'est le fait de dire c'est une somme d'argent. Et là, on est quand même dans la transmission de richesse. Donc, c'est pas un cadeau. Si on parle d'investissement offert pour Noël, parce qu'il y a
donner une somme d'argent, donc travailler sur sa transmission et offrir un investissement. Est-ce qu'il y a des enveloppes qui existent? Est-ce que c'est possible d'ouvrir, par exemple, un livret A, une assurance vie, un PEA pour un de ses enfants ou un de ses petits-enfants? Oui, tout à fait. Alors là, l'idée, c'est l'enveloppe au pied du sapin. C'est de dire, et c'est la richesse qu'on a en France, c'est qu'on a énormément d'enveloppes qui permettent de loger l'épargne. Alors, on va mettre de côté volontairement les livrets, même si vous en avez parlé naturellement, parce que c'est un peu le réflexe. Ouais. C'est très accessible, c'est totalement sécurisé, c'est sans impôt, etc. Donc, comme dit la chanson, libérer des livrets. Essayons d'aller sur vraiment de l'investissement. Là, il y a une enveloppe qu'on aime beaucoup. Il y a plusieurs enveloppes qu'on aime beaucoup. Une qu'on trouve exceptionnelle, c'est l'assurance vie. D'accord. Ça peut tout à fait être ouvert au nom d'un enfant mineur. Alors nous, chez mon partenaire patrimoine, cette approche-là, c'est ce qu'on appelle placement bébé. C'est à la naissance d'un enfant, on peut lui ouvrir un livret A, mais qui a un peu une grosse tirelire. Et ce qui peut l'accompagner toute la vie, c'est une assurance vie. D'accord. Assurance vie au nom de l'enfant. Évidemment, c'est les parents qui signent, qui font toutes les démarches, puisqu'ils sont représentants légaux. Bien sûr. Et on va y loger le présent d'usage, par exemple, qu'on peut faire chaque année à un anniversaire ou à Noël pour démarrer. Et c'est ce qui est sympa, on trouve, c'est que cette enveloppe, elle peut suivre l'enfant toute sa vie. Soit au moment où il va devenir majeur, il va se dire, voilà, il faut que je m'installe, etc. Donc ça donne une très grande latitude. À côté de ça, il y a d'autres enveloppes. Et notamment des enveloppes un peu ludiques. Quand on regarde, même en termes de comportement, chez les enfants un peu plus grands, chez les ados, il y a le côté, on joue en réseau, on joue en ligne, ensuite on fait des paris sportifs ou paris en ligne. Ouais. Et puis ensuite, on a envie de jouer avec un portefeuille. Oui, ça se développe pas mal avec un certain nombre d'applications aujourd'hui qui démocratisent vis-à-vis d'une population plus jeune. C'est très bien fait. Effectivement, je crois même d'ailleurs qu'il y a des offres où un compte titre ou un PEA peut être ouvert par un enfant et avec des sommes qui sont données en cadeau par leurs parents. Donc c'est vraiment pas mal fait. Ouais. Alors la question qui peut se poser, c'est qu'une fois qu'on est convaincu effectivement qu'offrir un investissement, enfin qu'un investissement peut être un beau cadeau de Noël, sur quel support on investit si jamais effectivement on fait ce cadeau-là à un enfant mineur qui ne pourra pas y toucher, on se place mécaniquement dans le long terme? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller sur des investissements risqués pour ses enfants ou au contraire, est-ce qu'on sécurise quand même le présent qu'on a fait pour Noël 2024? Eh bien, c'est toute la question et vous avez mis le doigt dessus. En fait, c'est très souvent cette question-là qui ressort, en disant c'est pour les enfants, c'est du long terme. Donc, soit on ne prend pas de risque du tout parce qu'on se dit c'est pour plus tard, il ne faut surtout pas risquer de perdre de l'argent, ou au contraire, on va se dire ils ont du temps devant eux, allons sur par exemple une poche action, voire des actifs avec un gros potentiel de rendement à 10, 15, 20 ans. D'accord. Si on ouvre à la naissance et qu'on se dit qu'à 18 ans, c'est du long terme. Ça fait 18 ans quand même d'horizon d'investissement, il peut se passer beaucoup de choses. Si on regarde sur les 18 ans qui viennent de se passer, il y a quand même plein de classes d'actifs qui ont très très bien performé. Mais là, on relève de la psychologie de l'investisseur. Et autant quand on va mettre dans un livret, on se dit c'est sécurisé, autant si on prend un placement, on va investir. Là, à mon avis, il faut aller plutôt sur du potentiel de performance ou de rendement pour dire justement, ça fait partie de l'éducation financière. Ne mettons pas tout dans une grosse tirelire. Allons s'exposer à des actifs qui vont créer de la valeur. Parce que le seul inconvénient peut-être, ou en tout cas que j'imagine, c'est on n'est pas sur des sommes qui permettent de diversifier énormément entre différents supports. Donc il faut peut-être attendre plusieurs années avant de diversifier ou Alors c'est une bonne remarque, sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi dans cet effort de démocratisation, comme vous disiez, dans toutes les classes d'actifs, même de l'immobilier qu'on peut avoir en portefeuille, en crowdfunding immobilier par exemple, on va pouvoir investir des sommes très limitées et donc diversifier. 100 € pour un projet de crowdfunding immobilier par exemple. On peut acheter une ou deux parts de SCPI, on peut acheter une ou deux parts de telle entreprise qu'on aime beaucoup. On peut mettre, en assurance vie, c'est ultra accessible, vous pouvez mettre 50 € sur un fonds, vous pouvez mettre 100 € sur un fonds indiciel, un ETF, sur un titre Nvidia parce que ça fait briller les yeux, sur un titre français d'une très belle maison qui fait briller les yeux aussi. En fait, on peut quand même diversifier, simplement il faut le faire avec une projection en se disant comment je diversifie en termes de classe d'actifs, qu'est-ce qui me parle et d'en parler à son enfant. Je pense, encore une fois, ça fait partie de la pédagogie qu'on peut avoir. Merci beaucoup Mathieu Berthaud de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur ce mécanisme du don à l'occasion des fêtes de fin d'année, don à des proches, mais aussi don, pourquoi pas, à une fondation. Un sujet que nous allons aborder avec deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Sabine Desoir. Bonjour Sabine Desoir. Bonjour. Directrice déléguée du développement au sein de la Fondation de France. Vous allez nous expliquer un petit peu le mécanisme de don à une fondation
pas que en fin d'année, mais on en parle en fin d'année, effectivement, parce que c'est un moyen de remettre le sujet sur la table. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Cédric Marc. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Associé gérant chez Patrimonio Finance. C'est déjà Noël chez Patrimonio Finance, j'ai l'impression. Je me suis dit que pour une interview sur le don, il fallait mettre le pull adapté. Et voici. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et bien justement, on va commencer avec vous Cédric Marc. Le mécanisme du don, comment le rappeler à ceux qui le connaissent déjà, comment l'expliquer rapidement aux particuliers qui nous écoutent? En fait, c'est un mécanisme qui permet de transmettre quelque chose à un organisme sans but lucratif et qui a un point très important, c'est que c'est sans contrepartie et de manière totalement désintéressée. D'accord. Donc c'est un don de somme d'argent, un virement, un chèque qu'on donne effectivement à un organisme de manière totalement désintéressée, à ne pas confondre avec les dons qu'on fait à ses enfants ou ses petits-enfants à Noël. Exactement. Il peut même y avoir aussi donc, des dons qui ne sont pas de somme d'argent, mais des dons en nature. D'accord. À travers par exemple des mécénats de compétences ou le fait par exemple que je prête à une association des bureaux ou que je prête du matériel. Voilà. C'est un sujet qui revient plus souvent en fin d'année que le reste de l'année. C'est un sujet, je veux dire, pas forcément qui devrait être traité plus souvent en fin d'année que le reste de l'année, mais est-ce que vous voyez qu'il y a plus de questionnements, par exemple, là en ce moment? Non, de moins en moins. C'est que ces problématiques patrimoniales, elles s'intègrent, elles s'intègrent tout au long de l'année. Si c'est juste pour donner en fin d'année pour la réduction d'impôts, oui, mais si ça s'intègre dans une stratégie patrimoniale et comment je réfléchis avec le client pour pouvoir transmettre et donner de mon vivant, pour intégrer ma famille, pour fédérer ma famille, ça se construit durant toute l'année. On reviendra sur le sujet fiscal. Avant ça, Sabine de Soir, le don à une fondation, ça se passe comment concrètement quand on s'appelle la Fondation de France? Alors nous, la Fondation de France, on a pour vocation de développer et de promouvoir la générosité. Donc on a un ensemble de causes qui sont choisies par la Fondation de France sur lesquelles on peut donner et s'investir pour contribuer à l'intérêt général. Peut-être pour préciser, vous disiez sans but lucratif évidemment, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'intérêt général au sens fiscal. Donc toutes les structures en capacité de recevoir des dons qui sont défiscalisés pour la plupart d'entre eux. Mais c'est ce qu'on appelle la conformité à l'intérêt général. C'est sans but lucratif, mais c'est aussi à la gestion des intéressés. L'ensemble de notre gouvernance est absolument bénévole. Et les causes qui doivent être soutenues doivent être d'intérêt général. Ça peut être la transition écologique, l'éducation. Le champ des possibles est assez vaste. La façon de donner est très variable. Le don le plus classique, c'est le don d'argent, qui est fait à peu près courant toute l'année. Mais c'est vrai que nous, on peut observer qu'à peu près 20% de la collecte de fonds se passe sur les dernières 6 semaines de l'année. Pour être dans la dernière ligne droite sur sa fiscalité, sur l'impôt sur le revenu. C'est la question que j'avais posée, c'est vous pensez que c'est un lien fiscal ou c'est un... Il y a ceux qui veulent absolument avoir fait leur don avant leur année fiscale sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés. Le secteur économique est aussi très contributeur. Donc c'est intéressant de le dire, une personne morale peut faire un don à une fondation. Ouais. Le marché global de la générosité en France, c'est 9 milliards d'euros. Et 30%, c'est les entreprises qui contribuent à l'intérêt général en soutenant des associations et des fondations. Mais sur la partie des particuliers, ça peut être sur l'impôt sur le revenu. Donc ça, le don est fait avant la fin de l'année. Il y a une accélération en fin d'année, soit qu'on s'intéresse au sujet de sa générosité dans le dernier moment, soit qu'on en parle en famille à ce moment-là. Sinon, pour les dons qui sont sur l'IFI, qui est un impôt un peu plus spécifique dont la défiscalisation du don est réservée aux fondations, à ce moment-là, les dons sont plutôt concentrés en avril-mai. Globalement, les dons au moment où on remplit la déclaration. Voilà. Mais après, les dons sont faits de façon naturelle, par virement, par chèque ou par carte bleue directement sur le site de la Fondation de France. Avant de revenir sur le mécanisme de la fiscalité, juste un petit rappel, la Fondation de France abrite plusieurs fondations, si je ne dis pas de bêtises, qui ensuite sont dédiées à des causes différentes. Le principe d'une fondation, c'est qu'ensuite, l'argent, une fois qu'il est donné à la fondation, reste dans la fondation et est utilisé aux fins de la cause de la fondation. Exactement. Alors en fait, créer une fondation abritée, c'est un des mécanismes de la générosité pour les projets les plus ambitieux. Pour créer une fondation abritée chez un abritant, en l'occurrence à la Fondation de France, il faut que le don minimum soit de 200 000 euros. Donc il y a une barrière à l'entrée systématique, en tout cas pour ces projets-là. Effectivement, quand on crée sa fondation abritée, on la dote d'un montant financier et aussi on lui donne un objet propre. Chaque fondation peut concourir à un objet qui est différent. On a des fondations familiales qui travaillent exclusivement, par exemple, sur la lutte contre le décrochage scolaire et d'autres qui vont travailler sur des questions de transition écologique. La fondation, une fois qu'elle est créée, en fonction de son montant, soit elle redistribue des subventions à des associations, soit pour les montants les plus importants, ces fonds sont placés et ils génèrent des revenus et ce sont les revenus qui sont distribués à des associations.
Cédric Marc, un point fiscalité, parce qu'effectivement, on a vu quand même que le marché de la générosité, comme vous l'avez dit, est obligé de tenir compte du calendrier fiscal. Concrètement, quand on est particulier, puis quand on est entreprise, qu'est-ce que ça change? Enfin, quelle est l'incidence fiscale d'un don? Bon, ça c'est une question facile. Ouais. Merci Nicolas. Merci, Nicolas. Bon, pour les particuliers, en fait, le principe général, c'est que vous avez une réduction d'impôt de 66% des sommes que vous donnez, dans la limite de 20% de votre revenu fiscal déclaré. D'accord. Si vous êtes très généreux cette année et que vous donnez plus de 20%, c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien. Et vous avez la possibilité de reporter sur les 5 années suivantes l'excédent que vous avez versé. Non, mais c'est intéressant, par exemple, si on a eu des revenus plus conséquents cette année du fait, par exemple, d'un salaire variable ou autre, on peut faire des dons plus conséquents et reporter pour les années suivantes, effectivement, la réduction d'impôt. Exactement. On a un cas particulier, c'est que pour les associations qui vont donner un gros coup de pouce pour les personnes en difficulté, c'est-à-dire donner des repas, donner des soins ou les héberger, là vous avez un coup de pouce fiscal qui est de 75% dans la limite de 1 000 euros de réduction d'impôt. Et après, c'est 66%. Donc ça, c'est sur la partie impôt sur le revenu. Sur la partie IFI, c'est très simple. C'est une réduction de 75% dans les limites de 50%, de 50 000 euros des sommes que vous mettez pour réduire à l'IFI, pour autant que l'association, elle soit, agréée à recevoir des fonds dans le cadre d'une réduction IFI. Ça, c'est sur la partie particulier. Sur la partie société, là, les montants sont un petit peu plus importants, ce qui explique d'ailleurs que leur contribution en pourcentage soit plus important. C'est que vous avez donc 60% de réduction dans la limite de 2 millions d'euros. D'accord. 40% au-delà. Et vous avez en fait un plafonnement sur ces 60% quoi de l'impôt sur les sociétés, de l'IS? En fait, vous avez la possibilité de donner 5 dans la limite de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. D'accord. Ou 20 000 euros si c'est plus intéressant pour vous. Et ça vous permet d'avoir donc une réduction d'impôt qui va être directement imputable sur votre impôt sur les sociétés. Sur votre impôt sur les sociétés, donc ça passe en charge quelque part, effectivement, avant le calcul de l'impôt sur les sociétés. Et alors, une question, mais d'ailleurs pour vous deux, on va commencer avec vous, Cédric Marc. Quel intérêt, lorsque l'on a les moyens, lorsqu'on a effectivement un patrimoine conséquent, de créer sa propre fondation ? Peut-être un moyen en matière de gestion de patrimoine, puis après je vous poserai la question par rapport à toutes celles qui existent. Globalement, quel intérêt d'en créer une supplémentaire, Cédric Marc? C'est lorsqu'on est investi d'une idée qu'on a envie de donner d'une manière très active, selon son prisme. De donner, de transmettre, de fédérer, un message à sa famille. Mais dans une stratégie de gestion de patrimoine, est-ce que c'est un outil qui permet une stratégie particulière? Ça permet de pérenniser. Au-delà du décès du fondateur ou de la fondatrice. Quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose qui n'existe pas déjà, dans une autre fondation. Et voilà, donc c'est un beau message que l'on transmet, y compris, je pense, à sa famille et aux autres. Sabine Desoir, même question, la création de fondations, effectivement, ça vient alimenter les sommes, mais ça vient aussi faire grossir quelque part le nombre de fondations existantes. Oui, peut-être pour préciser, en fait, dans le cadre d'une gestion patrimoniale, la création d'une fondation ne s'inscrit pas dans le cadre d'une gestion patrimoniale, puisqu'on se dessaisit des sommes de façon irrévocable, c'est bien un don qui est fait. Donc il peut y avoir un calcul fiscal qui est fait, mais globalement, c'est bien le projet qui prédomine. C'est le fait de transmettre à ses enfants des valeurs, d'avoir effectivement un combat commun. On a des cas assez réguliers de gens qui souhaitent rendre à la société, des chefs d'entreprise qui cèdent à un moment et qui se dotent d'un patrimoine. C'est assez rare qu'on arrive à pérenniser une fondation dans le temps, puisqu'en fait, la vocation d'une fondation, c'est de financer des projets. Donc l'argent est redistribué de toute façon à des associations. La pérennisation des fondations, c'est quand on est sur des dotations qui dépassent plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais ça se transmet une fondation. On peut transmettre la gouvernance, mais une fondation abritée, elle est sous l'abri de la Fondation de France, qui est le seul véhicule moral. Si vous ne souhaitez pas la transmettre, c'est la Fondation de France qui continue à la faire fonctionner jusqu'à la fin. En revanche, ce qui est très important, et nous, ce sont des opérations qu'on fait de plus en plus, si jamais il y a une approche plutôt patrimoniale, c'est par exemple dans le cas d'une cession d'entreprise, un entrepreneur qui va décider de ce que sera sa vie d'après. En général, la philanthropie est un des sujets dans lequel il peut s'investir. Bien sûr. Et il peut donner à sa fondation des parts de la société avant de la céder, ce qui nous permet de faire une opération très bénéfique pour la fondation, puisqu'elle cède la part
des sociétés en même temps que l'entrepreneur. Et la partie qui appartient à la fondation est exonérée de toute flat tax. Donc on a des fondations qui sont dotées financièrement de façon beaucoup plus ambitieuse et qui peuvent après s'adresser à un sujet de générosité. Après, l'idée n'est pas de créer... nous, on abrite 977 fondations. On a à peu près les 2/3 du secteur qui est abrité à la Fondation de France. L'idée n'est pas d'augmenter le nombre de fondations abritées et de fondations existantes. L'idée, le projet, c'est d'augmenter le nombre de fonds distribués à l'intérêt général. Bien sûr, peu importe le moyen. Peu importe le moyen, exactement. D'accord, je comprends. Le sujet philanthropie, Cédric Marc... vous le voyez évoluer depuis ces dernières années dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos clients, cette volonté de donner du sens à son épargne, ça peut passer par effectivement un certain nombre d'investissements. Est-ce que le don, la philanthropie revient aussi souvent dans les discussions ? Bien évidemment, madame l'a évoqué à des moments clés de la vie d'une personne ou d'une entreprise. Mais je crois que le gros accélérateur, c'est lorsque, en 2009, dans le cadre de la loi TEPA, il y a eu la proposition de pouvoir mettre en place des fonds de notation. Et donc ça a été particulièrement suivi auprès des clients particuliers. Une fonds de dotation, ça permet, lorsque vous avez une idée et que vous voulez être en fait maître de cette idée et que vous êtes entrepreneur, dans ce schéma-là, à partir de 15 000 euros et pour autant qu'elle soit déclarée en préfecture, de pouvoir commencer à structurer d'une manière raisonnée un projet philanthropique. D'accord. C'est la première étape avant le don à une fondation, si je comprends bien, ou c'est... En fait, c'est des problèmes de taille. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez un budget à partir de 15 000, vous faites une fonds de notation et parce que vous avez envie de vous en occuper et d'être impliqué. Si vous avez au moins 200 000 à la Fondation de France et que vous n'avez pas envie de vous investir totalement dans l'organisation, vous vous faites abriter par une fondation plus grosse, telle que la Fondation de France. Je crois qu'il y en a 1600 aujourd'hui, en France. Et puis, si vous êtes un petit peu plus riche et que vous avez envie de pérenniser, et puis aussi peut-être parce que vous avez un schéma que vous voulez, ou un secteur d'activité que vous voulez aider particulièrement et que vous avez au moins 1,5 million d'euros à donner, vous le faites dans le cadre d'une fondation qui sera la vôtre. Sabine Desoir, alors on est dans une émission sur la gestion de patrimoine, mais il n'empêche qu'on parle aussi à des particuliers. Si on a 50 euros ou 100 euros, on peut faire un don quand même à la Fondation de France, à la fondation Il n'y a pas de petit don à la Fondation de France, il n'y a pas de petit don dans l'intérêt général au sens large. Les besoins des associations sont absolument criants, donc il n'y a absolument aucune... le moindre petit don, la moindre volonté de s'investir dans l'intérêt général. La différence, c'est qu'effectivement, quand on a un plus gros patrimoine, on peut avoir son propre véhicule. Peut-être pour préciser ce que vous disiez, en fait, un fonds de dotation est peut-être plus... accessible en termes de montant, mais on est très seul dans la gestion opérationnelle. Et donc, la question de l'abri, que ce soit à la Fondation de France ou ailleurs, il y a des très grandes fondations abritantes, notamment Caritas ou les apprentis d'Auteuil qui travaillent extrêmement bien. La question de l'abri, c'est de ne pas rester seul dans la mise en œuvre de son projet et donc de pouvoir avoir plus d'impact ensemble. C'est bien ça le sujet aujourd'hui. Les fondations reconnues d'utilité publique à partir d'1,5 million, ça demande un vote au Conseil d'État et on a l'État à sa gouvernance. C'est pas pour tout le monde. Une dernière question très rapidement, puisqu'on dépasse déjà le temps, sur les thématiques que vous constatez. Est-ce qu'il y a des effets de mode ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont un peu laissées sur le côté et qu'il faudrait peut-être remettre sur le devant de la scène ? Il n'y a pas vraiment d'effet de mode. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, les philanthropes privés qui s'attaquent à l'intérêt général, ou en tout cas qui s'investissent dans l'intérêt général, les deux grands sujets dominants depuis quelques années, c'est l'action sociale, évidemment, et l'éducation. Il commence à y avoir une prise en compte des questions de transition écologique, mais on est encore très loin des besoins. Merci beaucoup Sabine Desoir, merci Cédric Marc de nous avoir accompagnés dans Enjeux Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, nous avons le plaisir de retrouver en plateau Lucille Barnichon. Bonjour Lucille Barnichon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente de Terrae Patrimoine Lyon et le sujet qui va nous animer aujourd'hui, c'est le sujet de l'égalité homme-femme dans la gestion de patrimoine. La question qu'on va se poser, la question à laquelle vous allez tenter de répondre, c'est comment tenter de rééquilibrer les choses, Lucille Barnichon. Exactement, parce que souvent on a un constat qui est très simple, c'est que les femmes gagnent moins que les hommes pour des raisons qui sont diverses et variées, les congés parentaux, les
temps partiel, Bien sûr. le fait d'être proche aidant, etc. Et donc, du coup, on a moins de capacité à mettre de l'argent de côté, de moins bonnes retraites. Donc, tout ça, ça crée des écarts qui sont importants. Ça veut dire qu'avant même de réfléchir gestion de patrimoine, il y a un sujet revenu ou un sujet capacité financière à la base. Exactement. C'est-à-dire que pour combler un tout petit peu l'écart, eh ben, il y a des trucs qui sont hyper importants. Dans un couple, par exemple, quand on a un écart de rémunération, le 50-50, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. En général, on y pense naturellement quand on va acheter une résidence secondaire, de l'immobilier, etc. On va faire en proportion des facultés respectives. Dans le quotidien, c'est ce qu'on fait pas. En général, les taxes foncières, les gardes des enfants, etc., on fait du 50-50. Ça marche pas du tout parce que celle qui gagne, je prends l'exemple de la femme, celle qui gagne le moins, c'est celle qui va se saigner pour payer le quotidien et pas pouvoir mettre d'épargne. Et ça, c'est la première grosse erreur que la plupart des couples font. Donc ça veut dire quoi? S'il faut agir en proportionnel, par exemple, des revenus? Oui, moi j'estime qu'il faut agir en proportionnel sur absolument tout, sur toutes les dépenses du couple, et pour que la femme puisse elle aussi investir de son côté. Or, on se rend compte que les femmes déjà investissent moins, plus par peur de ne pas avoir les bonnes connaissances, etc. Souvent les hommes ont l'impression d'avoir les connaissances. Et en fait, ils les ont pas forcément. Ils ont exactement les mêmes. Donc les mêmes lacunes. C'est pas forcément négatif pour les hommes et pour les femmes. C'est simplement que c'est un manque d'éducation financière. Et donc voilà, il faut que les femmes elles aient la capacité de le faire et qu'elles aient la capacité de se poser les bonnes questions. Et ce qu'on remarque, et moi ce que je remarque, c'est que les femmes elles y vont pas parce qu'elles comprennent pas, elles connaissent pas. Et si on leur explique et qu'elles comprennent qu'elles peuvent mettre du cœur dans ce qu'elles ont comme argent à investir et qu'elles peuvent investir dans l'économie réelle, ça n'a pas du tout le même sens. Souvent, je ne parle pas d'investir dans le luxe, on n'est pas dans les clichés. Bien sûr. Comprendre ce dans quoi on investit et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Parce que le sujet, la question, ça pourrait être, est-ce que les investissements, la possibilité de faire des investissements pourrait venir rééquilibrer ce déséquilibrage dont vous nous parlez ou C'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'une femme qui a moins gagné toute sa vie, elle aura une retraite où elle gagnera moins aussi. Oui. Donc, et si en plus elle n'a pas investi Et en plus, si elle n'a pas investi, elle n'aura pas de revenus complémentaires, donc elle va devoir se compter sur son conjoint ou alors sur un héritage, quelque chose qui ne vient pas d'elle-même. C'est pas la même satisfaction quand même. Quand on est une femme et que effectivement vous l'avez dit et qu'on pense à tort que l'investissement c'est pas fait pour soi, qu'est-ce qui peut permettre de passer le pas et d'aller effectivement vers des sujets investissement et prendre en main son épargne? Je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui me parle? C'est dans quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui peut avoir vraiment du sens? On voit que souvent les femmes sont plus attirées par tout ce qui est en écologie, sociale, etc. C'est pas uniquement un cliché. Les femmes jeunes et les hommes jeunes aussi sont concernés par ça. D'accord. Déjà passer par là en se disant ok, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me parle, c'est un bon début pour comprendre et savoir ce dans quoi on peut investir. Sortir de l'idée unique de la performance financière quand on fait des investissements par exemple? Ça ne veut pas forcément dire sortir de cette performance-là, mais c'est peut-être pas la recherche initiale que la femme va avoir. Elle va pas vouloir perdre son argent, certes, mais si déjà elle maîtrise ce dans quoi elle investit, qu'elle comprend ce que c'est la différence entre une action, une obligation, du côté, du non-côté, de façon très simple, déjà c'est un super début parce qu'elle va être beaucoup plus sereine. Et concrètement, comment est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on investit régulièrement? Est-ce qu'on réfléchit beaucoup plus avant de commencer à investir? De manière générale, là, on parle d'une personne qui finalement avait peur d'investir et qui, homme ou femme, et qui se met à investir. Pour moi, il y a trois éléments qui vont être vraiment clés. On va avoir le temps, et plus on commence tôt, mieux c'est. D'accord. Je ne peux pas m'empêcher de conseiller aux jeunes parents d'épargner pour leurs enfants de façon très régulière, en prenant des risques parce qu'on a du temps devant nous. On peut aussi profiter des périodes de fin d'année. Là, le Père Noël arrive. Le Père Noël, il peut mettre dans les petits chaussons des enfants un chèque, tout simplement, pour pouvoir investir pour les enfants, petites filles ou petits garçons, peu importe. Et puis, donc, la régularité, le temps et la diversification. C'est l'adage traditionnel de pas tous les œufs dans le même panier, quoi. Merci beaucoup Lucille Barnichon de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente de Terrae Patrimoine Lyon. Merci beaucoup. Et quant à vous, merci à vous également de nous avoir suivis sur toute cette année 2024. Et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.